Tout le monde pensait que Léo vivait une vie ordinaire. À l'école, il avait de bonnes notes. Dans la rue, il marchait la tête baissée, un peu timide, mais toujours poli. Même ses amis ignoraient ce qui se passait derrière les murs de cette maison grise, au bout d'une impasse enneigée. Ce soir-là, la neige tombait en silence, recouvrant les toits, les voitures, les lampadaires. Les passants pressaient le pas pour rentrer se mettre au chaud. Dans la maison, pourtant, un orage grondait. « Tu n'es qu'un bon à rien !» hurla son père, le visage rouge d'alcool, une bouteille à la main. Il titubait dans le salon, renversant une chaise. Léo, 14 ans, était figé près de la porte. Dans un coin, sa mère fixait le sol, les mains crispées sur son tablier. Elle n'avait pas dit un mot. « Prends tes affaires et dégage !» gronda l'homme en saisissant le sac à dos du garçon. Il ouvrit la porte, balança les maigres possessions de Léo dans la neige et claqua la porte si fort que le cadre vibra. Léo resta planté là, incapable de bouger. Il n'avait qu'un vieux manteau trop court, des baskets trouées et son sac, d'où dépassait un livre d'école. Il sentit ses yeux piquer, mais il ravala ses larmes. Lentement, il descendit les marches, ses semelles glissant sur la neige gelée. Dans les heures qui suivirent, il marcha sans but, traversant des rues qu'il connaissait par cœur. Les vitrines éclairées lui montraient un autre monde. Des familles riant autour d'un sapin, des enfants déballant des cadeaux, des mains se cherchant autour d'une tasse de chocolat chaud. Un monde inaccessible. La nuit fut longue. Léo tenta de dormir sur un banc du parc, mais le froid le fit vite fuir. Il chercha refuge dans une cage d'escalier d'immeuble, mais une vieille dame appela la police. Il finit dans la gare, blotti entre deux colonnes, la tête contre son sac. C'est cette nuit-là qu'il comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Un Noël, et son monde s'était écroulé. Mais au cœur de la nuit, alors qu'il grelottait, il leva les yeux. La neige tombait doucement sous les lampadaires, presque belle. Une pensée étrange le traversa. Peut-être que je peux survivre. Peut-être que je peux être plus fort que ça. Et, sans le savoir, à cet instant précis, Léo commença à se battre. Les jours défilèrent après cette nuit blanche. Léo s'était transformé en ombre. Il apprenait à survivre. Où trouver une boulangerie qui jetait ses invendus, quelle cave restait ouverte la nuit, comment disparaître quand la police patrouillait. À 15 ans, son visage se creusa, ses mains devinrent calleuses, et ses yeux, autrefois rieurs, se vidèrent de leur éclat. Un soir de février, à bout de force, il s'écroula derrière la gare, sous un abribus. La neige fondait sur son front brûlant. Il avait faim, il avait froid, et pour la première fois depuis longtemps, il eut peur de mourir. Il ferma les yeux. La lumière qui l'éveilla ne venait pas du soleil, mais d'une lampe de poche. « Gamin, tu vas bien ?» C'était une femme, emmitouflée dans un manteau épais, accompagnée d'un homme aux bras chargés de couverture. Léo, trop faible pour répondre, sentit juste qu'on le soulevait doucement, qu'on l'enveloppait dans une chaleur inconnue. Il se réveilla le lendemain dans un lit. Pas un lit d'hôpital, non, un vieux lit grinçant dans un dortoir aux murs tapissés de dessins d'enfants. Au pied de son lit, une assiette de soupe tiède et un morceau de pain. Autour de lui, des rires, des murmures, des pas légers. Il était dans un refuge. Les premières semaines furent dures. Léo ne parlait pas, regardait toujours la porte, prêt à fuir. Mais peu à peu, il baissa la garde. Il apprit les prénoms des autres enfants, accepta un pull trop grand, goûta à des repas simples mais réconfortants. Un jour, alors qu'il errait dans le couloir, il entra dans la petite bibliothèque du foyer. Les étagères pliaient sous des livres abîmés, cornés, sentant le vieux papier. Léo s'empara d'un volume au hasard, Les Misérables. Il commença à lire, et il ne s'arrêta plus. Chaque soir, après les repas, il dévorait des histoires. Il découvrit Hugo, Dostoïevski, Steinbeck, Zola. Les héros malmenés par la vie, les injustices criantes, les luttes silencieuses résonnaient en lui comme des échos familiers. Les livres devinrent son armure, son refuge, sa revanche. Un soir, alors qu'il rangeait un livre sur l'étagère, l'éducateur du foyer s'approcha. « Tu as déjà pensé à ce que tu voudrais faire plus tard ?» demanda-t-il. Léo hésita, puis murmura. « Avocat, pour défendre ceux qu'on écrase. » L'éducateur le fixa un instant, puis hocha la tête. « Alors,
il va falloir bosser, mon grand. Et Léo se mit au travail. Il rattrapa les cours manqués, étudia jusque tard dans la nuit, se battant contre les lacunes comme contre des ennemis invisibles. À 18 ans, le jour de son anniversaire, il quitta le refuge, une valise à la main, une lettre d'admission à la faculté de droit dans la poche. Il savait que le chemin serait long, mais cette fois, il n'était plus seul. Il avait les mots des livres, le soutien discret des bénévoles, et une détermination à toute épreuve. La rue ne l'avait pas détruit, elle l'avait forgé. La faculté de droit fut pour Léo un monde nouveau, à la fois fascinant et brutal. Dans les amphithéâtres bondés, entouré d'étudiants bien habillés, il se sentait parfois comme un imposteur. Il n'avait ni leur code, ni leurs parents pour l'aider. Mais il avait autre chose. La fin de réussir, celle qu'on forge dans la douleur. Il suivait les cours avec une attention féroce, prenait des notes avec application, passait ses nuits à réviser. Les jours, il travaillait comme serveur dans un café. Les nuits, il étudiait jusqu'à l'aube. Il dormait peu, mangeait peu, mais il avançait, coûte que coûte. Plusieurs fois, il faillit abandonner. Quand il échoua à un examen, quand il fut accusé à tort d'avoir volé un sac dans la salle de lecture et blanchi seulement grâce à une caméra, quand il dut passer l'hiver dans une chambre glaciale faute de chauffage. Mais à chaque fois, il pensait aux enfants du foyer, à ceux qu'il avait aidés, à ceux qu'il s'était promis de ne jamais trahir. Ce combat. À 26 ans, diplôme en poche, Léo ouvrit son cabinet. Rien d'impressionnant. Une petite pièce au fond d'une cour, un bureau d'occasion, une étagère bancale. Mais pour lui, c'était un palais. Sur la porte, il avait fait graver « Maître Léo Martin, droit des mineurs et des familles ». Les premiers clients arrivèrent timidement. Une mère dépassée par une procédure pour récupérer la garde de son enfant, un adolescent poursuivi pour avoir volé de la nourriture, une orpheline menacée d'expulsion. Léo les écoutait avec patience, les aidait du mieux qu'il pouvait, parfois gratuitement. Il connaissait trop bien la détresse pour l'ignorer. Il se fit rapidement une réputation. Celle d'un avocat sérieux, tenace, qui ne lâchait rien. Certains collègues se moquaient. Avec ta clientèle, tu ne seras jamais riche. Mais Léo souriait. Il savait que sa richesse n'était pas dans l'argent. Chaque soir, il rentrait seul dans son petit appartement, ouvrait un livre et retrouvait ce qu'il avait sauvé autrefois. Parfois, il repensait à ses parents, mais sans douleur, juste un regard sur une vieille cicatrice. Il avait appris à avancer. Un jour d'hiver, alors que la neige retombait comme au premier soir, il reçut un appel inattendu. Une voix tremblante au téléphone. « Léo, c'est maman. Ton père et moi, nous voudrions te voir. » Léo resta silencieux. Son cœur battait étrangement, mais il répondit simplement. « Passez demain à mon bureau. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il eut du mal à se concentrer sur son travail. Il savait que le passé venait de retrouver son chemin vers lui. Le lendemain matin, le ciel était gris, lourd de neige. Léo arriva tôt à son cabinet. Il tourna en rond, ajusta 2 fois la pile de dossiers sur son bureau, relut 3 fois un courrier. Une agitation rare chez lui. Vers 11 heures, il entendit la clochette de la porte. Il leva les yeux, et son cœur se serra malgré lui. 2 silhouettes familières se tenaient là. Son père, plus petit qu'il ne s'en souvenait, le dos voûté, les cheveux gris et parsemés, s'appuyait sur une canne. À son bras, sa mère, maigre, la peau marquée, le regard fuyant. Ils hésitèrent un instant sur le seuil, comme si poser un pied dans ce bureau était déjà une victoire arrachée à leur fierté. « Léo !» commença le père d'une voix grave et tremblante. « Nous ne savions pas ce que nous faisions, » dit-il en fixant le sol. « On était perdus. Pardonne-nous. Donne-nous une chance. » Léo se leva lentement. Il les observa comme on observe un paysage qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qui ne nous ressemble plus. Il chercha au fond de lui un éclat de colère, une étincelle de chagrin, un reste d'amour. Rien. Il vit juste 2 êtres fatigués, 2 fantômes du passé, 2 absents revenus trop tard. Il pensa aux nuits dans le froid, aux repas sautés, aux heures passées à se reconstruire morceau par morceau. Puis il pensa aux enfants qu'il aidait aujourd'hui, à ceux qu'il refusait de laisser sombrer. Calmement, il prit une profonde inspiration. « Vous arrivez trop tard », dit-il d'une voix douce mais ferme. Le père leva des yeux humides, prêt à supplier, mais Léo secoua doucement la tête.
Ce Noël-là, vous m'avez perdu. Je ne veux pas retourner là, où il n'y avait pas de place pour moi. Il s'avança, ouvrit la porte, et les regarda franchir le seuil. Sa mère fit un pas hésitant, voulut dire quelque chose, mais le père posa une main sur son bras. Ensemble, ils sortirent sous la neige, leur silhouette bientôt floue dans le rideau blanc. Léo referma la porte sans fracas. Il s'adossa un instant au bois, les yeux fermés, puis retourna à son bureau, ouvrit un dossier et se remit au travail. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il passa devant un parc. Il s'arrêta, regarda les bancs recouverts de neige, entendit les cris joyeux d'enfants qui jouaient. Un sourire imperceptible passa sur son visage. Il savait désormais que la famille n'était pas toujours celle qui vous donne la vie, mais celle qu'on construit, celle qui reste. Et lui, Léo, avait choisi la sienne. Quelle histoire bouleversante, chers amis! Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres histoires inspirantes vous attendent. À très vite pour un nouveau voyage au cœur de l'émotion.